à voter. Je vais quand même rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime encore. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Una Corsica sociale, equalità, ma una Corsa. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT là pour votre émission mensuelle réalisée en collaboration avec RCFM et Corse Matin. En octobre dernier, il a été nommé en Corse après un séjour à La Réunion, pur produit de l'administration publique qu'il a intégré à l'âge de 19 ans au sein de l'ENA et à laquelle il voue un culte particulier. Il a occupé des postes dans différentes administrations centrales, à la Cour des comptes, au secrétariat général du gouvernement et bien sûr au sein de la préfectorale. C'est aussi, j'allais dire, à ses heures perdues. Mais en est-il réellement un écrivain qui a publié à ce jour 2 ouvrages, 2 romans, L'île de Wrangler en 2023 et un autre plus ancien, La mélancolie du loup en 2010. J'ajoute enfin que c'est un polyglotte puisqu'il parle anglais, italien, russe, peut-être le corse un jour d'ailleurs. Alors vous savez tout, ou presque, de notre invité du jour qui est, vous l'avez compris, le préfet de Corse, Jérôme Filippini. Bonsoir à vous, Jérôme Filippini, et merci d'avoir accepté notre invitation en ce jour d'ouverture du conclave, mais on ne vous interrogera pas là-dessus, rassurez-vous. Nous avons beaucoup de sujets à aborder avec vous et nous le ferons en compagnie de Patrick Vinciger de RCFM. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Dilom Padovane de Corse Matin qui a un petit peu de retard aujourd'hui, mais qui ne tardera pas à arriver. Alors je l'ai dit en vous présentant, vous avez pris vos fonctions dans l'île en octobre dernier. Ça fait 7 mois que vous êtes en poste. Qu'est-ce que vous avez retenu de marquant depuis votre arrivée ici? D'abord, beaucoup d'émotions d'être en Corse, beaucoup de plaisir d'être au contact de cette île que je connais, que j'ai redécouvert, parce que j'en suis en partie originaire. Et puis, pour moi, l'essentiel, c'est le contact avec la population, avec ceux qui font la Corse, ceux qui l'habitent. Et ça a été pour moi, pendant ces presque 7 mois, effectivement, quelque chose de très intense. Ce qui m'a le plus marqué, sans doute, évidemment, on pourra en reparler, c'était surtout ce jour, la visite du pape, qu'il a fallu organiser dans un délai très court. Mais aussi des événements parfois dramatiques, terribles, qui ponctuent l'histoire, l'actualité de la Corse. Et puis, mais plus globalement, si je retiens une chose, c'est l'échange très intense, très positif avec ceux qui font la Corse. Bien, je salue l'arrivée de Dilormo Padovani. Bonsoir à vous. Dilormo, vous avez dit que vous êtes originaire de Corse, du côté de Dionsan, et je crois entre la Haute-Balagne et la vallée d'Asco. C'est un atout, ou alors ça peut être une difficulté de servir en Corse? Je l'ai dit quand j'ai été nommé, je le crois encore aujourd'hui. Je crois qu'on ne m'a pas nommé parce que j'avais des origines corses. Vous avez eu la gentillesse de dire mon parcours. Je suis un serviteur expérimenté qui a déjà été 3 fois préfet auparavant. Peut-être que si on m'a confié ces responsabilités, ce n'est pas uniquement parce que j'avais un nom d'origine corse. Est-ce qu'on aurait dû s'interdire de nommer quelqu'un qui a un nom corse? Sûrement pas. De la même façon que le recteur Rémi-François Paolini aujourd'hui ou d'autres dans le passé. Pourquoi diable devrait-on dire non? Je pense que c'est sans essentialisme aucun, parce que la République, c'est le mérite. Et c'est sûrement pas l'origine. Tout dans notre Déclaration des droits de l'homme le dit. Pas de distinction entre les origines, entre les convictions et bien sûr entre les origines géographiques. Mais ça ne doit pas être un handicap non plus. En tout cas, ça me permet peut-être, avec ceux avec qui j'échange, d'avoir parfois une compréhension des enjeux. Je suis originaire par ma famille du côté paternel de la moyenne montagne, à 900 mètres d'altitude, à Olmicapelle, et puis par ma mère, d'Ariège, à peu près 900 mètres d'altitude. Voilà, donc je descends de la moyenne montagne des deux côtés. Peut-être que ça donne une compréhension particulière. Vous êtes corse par votre père, hein, vous l'avez dit, d'Olmicapelle, de sa famille. Mais vous, quels sont vos rapports avec la Corse avant votre venue ici? Vous entreteniez des relations Pour être tout à fait honnête, j'ai des souvenirs de vacances, d'enfants qui venaient au village, qui venaient à l'île Rousse, qui venaient à quelques endroits avec mon père, avec mon défunt oncle qui était aussi très attaché au village. Et puis j'y suis venu avec celle qui est devenue ma femme, j'y suis venu à quelques reprises, mes enfants y ont pris goût aussi, voilà. Mais c'est une mémoire qui était entretenue? C'est une mémoire qui est réelle, qui constitue ma vie. C'est pas la seule. Je suis très attaché aussi à la diversité des contacts, des lieux qu'on peut avoir découverts, qui vous enrichissent. Je suis
aussi très amoureux de beaucoup d'autres territoires qui font la France, qui font l'Europe, qui font le monde, hein, je dirais. Voilà. Et c'est donc sans exclusive. Vous êtes avant tout un préfet. Peut-être un être humain, surtout. Alors, évidemment, attaché au service public, on l'a dit. Alors, vous avez évidemment une vision très précise du rôle du préfet. Est-ce qu'on est préfet de la même manière en Corse que partout ailleurs en France ? Je crois qu'être préfet, c'est d'abord quelques fondamentaux. C'est la Constitution qui le définit, avoir la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois. Ça, dans les 101 départements de la République, il y a un préfet, et à peu près pour les mêmes raisons. C'est parce que nous sommes, par cette Constitution, nous sommes à la fois une République unitaire et une République profondément décentralisée. Donc une République unitaire, c'est-à-dire qu'il y a partout une énorme attente à l'égard de l'État. Et celui qui, localement, incarne et doit répondre à cette attente, c'est le préfet. Et je suis très frappé de toute mon expérience, de sentir à quel point... C'est pas forcément vrai dans d'autres pays, qui sont des États fédéraux, par exemple. Mais les Français continuent de demander et d'attendre l'État au rendez-vous sur énormément de sujets, y compris des sujets qui ont été décentralisés depuis très longtemps. Alors ça, c'est vrai partout. C'est peut-être particulièrement intense dans le poste que j'ai tenu précédemment, Outre-mer, où il y a une attente encore démultipliée à l'égard de l'État parce qu'il est lointain et qu'on attend beaucoup de lui. C'est d'une façon très différente en Corse, où il y a à la fois cette insularité. Il y a évidemment cette relation, on pourra en reparler, compliquée, historique avec l'État, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Et puis, il y a, et je termine quand même par là, il y a une forme de respect très grand du rôle de l'État, d'attente très forte de la part des élus, quelle que soit leur couleur politique et leur obédience d'ailleurs, à cette relation qu'on peut avoir. Et je pense que c'est important. Finalement, une relation paradoxale. Vous le disiez, sans revenir sur l'histoire compliquée, est-ce que cette relation paradoxale à l'État est vraiment particulière à la Corse? Vous parliez de la Guadeloupe, d'une attente très forte du côté justement des Outre-mer. Oui. Est-ce que... Alors, j'évoquais pas la Guadeloupe spécifiquement. Moi, j'étais préfet de la Réunion, des Outre-mer, un Outre-mer qui a une relation plus facile, moins conflictuelle avec l'État et avec ce qu'on appelle là-bas la métropole. Pour la Corse, je trouve... vous disiez tout à l'heure réel ou entretenu. C'est un peu toujours la même chose. Est-ce que la relation est réellement difficile ou est-ce que certains entretiennent l'idée d'une relation qui devrait être éternellement conflictuelle? On tombe très vite sur des sujets politiques. Moi, ce que je constate... On a le sentiment que la réponse est dans votre interrogation. Je ne sais pas, que parfois. Vous pensez que cette relation conflictuelle est entretenue, à vous entendre, hein. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de pragmatique et je vois toujours plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je vois tout ce que, ensemble, la Corse et la République peuvent faire. Je vois ce que la Corse, dans la République, peut être. Je vois ses potentiels formidables. Mais tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit. Non, mais alors, vous savez, en même temps, un préfet ne fait pas de politique. Donc moi, je suis dans une... Non, même pas du tout. Mais par contre, on contribue aux politiques, à la vie publique. Ça, je l'assume tout à fait, mais sans engagement partisan. Et donc, je ne me prononce pas sur les convictions des uns des autres. Je suis heureux, au passage, il faut le dire par les temps qui courent, d'appartenir à un régime démocratique, à un État démocratique dans lequel la pluralité des points de vue peuvent s'exprimer localement et nationalement. Il y a tellement de pays dans le monde dans lesquels cette chance recule qu'il faut s'en réjouir et dire que c'est une bénédiction pour nous. Le problème, c'est de savoir dans la relation qui commande. Lorsque vous avez été nommé, Michel Barnier était encore Premier ministre et il avait annoncé lors de sa déclaration de politique générale son intention de confier au préfet la possibilité d'adapter les lois en fonction des territoires. Alors, j'avais posé la question à l'époque, vous m'avez dit que vous étiez d'accord avec cette idée-là. Le problème, Barnier n'y est plus, c'est Bayrou. Et c'est antinomique avec ce qui se passe en Corse. La collectivité de Corse demande, elle, à pouvoir faire les lois. Je crois que ce n'est pas du tout antinomique. Il y a besoin il faudra bien que quelqu'un la fasse, ce n'est pas les deux en même temps. Alors, dans notre pays, tel qu'il est, et avec sa constitution, il y a besoin de deux mouvements qui doivent continuer de s'intensifier. Un mouvement de décentralisation qui a commencé dans les années 80, qui, je crois, a montré ses bénéfices,
Moi, je n'ai comme préfet aucune nostalgie de la France d'avant 1982, lorsque l'État décidait de tout et qu'il présidait les conseils généraux. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on est heureusement sorti de cette époque-là. Il y a donc besoin d'une décentralisation plus large en France en général. Et puis en Corse, il y a évidemment, on en parlera, une demande je dirais, de décentralisation plus forte qui va jusqu'à cette demande d'autonomie. Et puis il y a besoin aussi d'un processus de déconcentration, c'est-à-dire de faire en sorte que les responsables locaux de l'État, car il y aura toujours, y compris en Corse, une responsabilité pour l'État, notamment sur les sujets régaliens, il faut pour le représentant de l'État sans doute plus de marge de manœuvre. C'est pour ça que... Nous sommes d'accord, mais je ne ferai pas remarquer à l'énarque que vous êtes que la déconcentration, ce n'est pas donner le pouvoir de faire la loi. Non, non, mais c'est pour ça que moi je n'ai pas évoqué le pouvoir de faire la loi, et je pense que... Barnier, lui, oui. Mais je ne sais pas. M. Barnier et ensuite M. Bayrou a d'ailleurs confirmé la nécessité de permettre au préfet, dans un cadre qui, lui, devra être défini par la loi, de déroger plus pour adapter les politiques publiques. Et déroger, ce n'est pas facile de nous demander justement de déroger à la loi, et encore plus, bien sûr, de faire la loi. Il ne s'agit pas pour les préfets de faire la loi. En revanche, de pouvoir agir... Je termine juste. Dans un cadre qui est toujours celui du respect de la loi, c'est notre boussole. Le degré de détail de la loi peut être un problème. Aujourd'hui, on le voit, tout le monde en parle, lorsque le ministre Marcangel porte le processus de simplification, il fait remarquer, comme d'autres, que nos textes, notamment nos textes législatifs sur les matières environnementales, ont pris des proportions énormes. Le nombre d'articles des codes a grandi, la longueur des textes qui sortent du Parlement a grandi. Et on a des lois qui sont parfois tellement longues, tellement détaillées, parfois plus que des circulaires. Comme nous sommes là pour appliquer la loi, plus la loi est détaillée, moins nous avons de marge de manœuvre. Donc le bon équilibre à trouver, pour la France en général, je veux dire, puis c'est d'ailleurs un débat européen aussi, on parle des normes, c'est quel est le degré de détail des normes et est-ce qu'on laisse encore les acteurs localement pouvoir agir. Et je dis en Corse comme ailleurs, faisons confiance aux représentants locaux de l'État et aux élus, qui sont les détenteurs de la légitimité du suffrage universel, pour faire les choses ensemble. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas contradictoire. Ce pouvoir normatif, est-ce que vous seriez pas hostile à le voir confié aux élus locaux ? Moi, j'ai aucune opinion personnelle à émettre sur un processus qui est porté par le gouvernement, qui a été réaffirmé par le président de la République, par les premiers ministres successifs, qui a été discuté dans les conditions que vous savez, et après les événements dramatiques de 2022, qui a permis de produire un consensus politique assez fort ici. C'est un processus que le Premier ministre, encore la semaine dernière, François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, a confirmé. Voilà, donc il n'y a pas de ma part d'état d'âme à avoir sur ce processus, qui est un processus évidemment compliqué, innovant, qui va continuer de suivre son chemin en 2025. 2025 est une année importante de ce point de vue-là. Mais on parlait d'autre chose. Vous disiez en quelque sorte qu'en attendant, vous aimeriez avoir plus de marge de manœuvre dans l'application de la loi, plus de liberté dans le contrôle de l'égalité, par exemple ? Alors, c'est deux choses différentes, mais je pense que ce n'est pas contradictoire, vraiment pas contradictoire. Le fait qu'il y ait le processus institutionnel qui conduira donc sans doute à une réforme de la Constitution et à la prise en compte d'un cadre particulier pour la Corse. Ça n'est pas du tout contradictoire avec le fait que, par ailleurs, partout en France, et y compris en Corse, il faut que les acteurs locaux, État et collectivités, ensemble, aient plus de marge de manœuvre pour agir. Et plus de marge de manœuvre, ça veut dire que parfois, des textes qui sont trop précis ou qui ne sont pas adaptés puissent être rendus plus souples et nous permettre d'adapter les règles et de les traduire de façon... Je vous donne un exemple. L'exemple de la loi littorale. C'est un sujet en Corse. C'est un sujet aussi à La Réunion où j'étais préfet précédemment. Compte tenu de la forme des communes, en Corse, comme à La Réunion, vous avez des communes qui ont un littoral, il faut y appliquer la loi littorale, et puis qui montent en montagne jusqu'à 1500-2000 mètres. Aujourd'hui, par le fait des textes, on se trouve contraint d'appliquer la loi littorale. Évidemment que tout ça est peu compréhensible et qu'il faut pouvoir l'adapter. D'ailleurs, il y a des évolutions qui vont pouvoir permettre de l'adapter. Ça, demain, si on arrive à avoir des textes qui sont plus sur les principes, je parle de textes de loi, textes sur les principes, et des adaptations qui sont conduites localement, je pense que ça sera bon pour la Corse, mais c'est vrai pour la Bretagne, c'est vrai aussi pour l'Alsace ou pour le Berry. Mais Patrick parlait de plus de liberté, notamment pour le contrôle de l'égalité. Mais ce contrôle de l'égalité, vous êtes censé l'appliquer pleinement. Et justement, beaucoup de critiques remontent concernant
cette application qui parfois fait défaut, et notamment sur le littoral. Oui, je constate que c'est comme toujours, les critiques, elles viennent de deux côtés. Elles viennent de ceux qui trouvent qu'on en fait trop, et elles viennent de ceux qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Donc je me dis, c'est peut-être mon côté, férocement modéré, comme dirait l'autre, qu'on ne se trompe pas complètement quand on est entre les deux. Il y a ceux qui nous disent, vous en faites beaucoup, vous nous cassez les pieds, vous nous contrôlez tout le temps. Et il est vrai qu'en Corse, on a un instrument d'action au service du contrôle de la légalité, notamment en matière de marché public, en matière d'urbanisme, qui est très fort. Moi, j'ai été préfet 3 fois précédemment, je n'ai jamais eu des services dotés de cette façon-là pour aller faire ce contrôle. Et donc, nous contrôlons, nous assumons ce contrôle. Et dans de très nombreux cas, je vois venir vers moi des gens qui disent « Mais alors, vous allez nous empêcher de faire un projet ici, vous allez nous empêcher. » Et il faut leur expliquer pourquoi. Parce que nous sommes là pour appliquer la loi. Et puis de temps en temps, arriver à comprendre si leur projet évolue, qu'on peut le faire. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui nous disent « Vous n'en faites pas assez. » Voilà. Ce sont les associations de défense de l'environnement, notamment. Oui, et je les entends et je les respecte. Elles ont un rôle tout à fait important pour... nous mettre, je dirais, l'épée dans les reins quand parfois on n'a pas tout vu. Parce qu'on contrôle beaucoup, mais on ne contrôle pas tout non plus. Je vous donne un exemple. Taux de contrôle des marchés publics, 90%. Pas beaucoup d'endroits dans lesquels on fait encore, dans les préfectures, 90% de contrôle. Taux de contrôle des actes d'urbanisme, on est entre 60 et 70%. Donc c'est vraiment très élevé par rapport à d'autres départements. Mais on ne voit pas tout. Et de temps en temps, ça aussi c'est la démocratie, le fait qu'il y ait des gens qui ne dépendent pas de l'État, qui viennent nous dire c'est pas bien là ce que vous avez fait. Ils ont, même si ça nous casse les pieds, de temps en temps un rôle d'utilité publique. Ouais. Alors vous avez évoqué le problème de l'urbanisme. Alors il y a une problématique qui revient régulièrement, c'est celle de l'occupation du domaine public maritime. Alors la doctrine, on imagine qu'elle n'a pas changé, mais il semblerait que vous ayez porté une attention plus forte maintenant, alors que pendant quelques années, après le problème des paillotes, on avait été un peu plus, pas laxiste, mais on regardait ça d'un peu plus loin. Vous avez restreint les règles cette année pour les paillotiers? Non, pas vraiment. En fait, je m'inscris vraiment dans la ligne de mes prédécesseurs, et notamment de mon immédiat prédécesseur, Amaury de Saint-Quentin. Et on essaie d'appliquer le droit avec clarté et aussi équité, et puis intelligence. Voilà. Le domaine public maritime, il est inaliénable. Il est incessible, il est ici en Corse comme ailleurs un joyau. Et donc l'idéal serait qu'il ne soit occupé que lorsqu'il y a un titre régulier pour l'occuper. C'est vrai notamment pour les restaurants de plage qui ont tout à fait vocation à exister. Je suis comme d'autres heureux de pouvoir y aller. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas vocation à être construits en dur, mais ils ont vocation à pouvoir être montés, démontés, à ne pas altérer le domaine public, à ne pas le privatiser complètement. Il y a aussi un enjeu citoyen, pardon de le dire. Et de ne pas déborder. Et de ne pas Vous avez pris des mesures, notamment pour éviter les beach parties. Ah oui, alors c'est autre chose, je vais y venir. Mais déjà, sur l'occupation du domaine public, il faut se dire les choses. Qu'est-ce qu'on veut en Corse, ici comme ailleurs? Vous allez dans d'autres pays, vous voyez qu'on a privatisé totalement le domaine public maritime et que si vous n'avez pas les moyens de payer, vous n'y allez pas. Bon, en Corse, c'est à quelques exceptions près, pas tout à fait le cas, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc si on veut arriver à préserver cela, oui, il faut des règles et il faut agir. Donc moi, je m'inscris dans le droit, d'abord toujours, j'ai dit c'est ma boussole, dans une continuité par rapport à mes prédécesseurs. C'est vrai qu'on fait des contrôles, alors ça contrarie certains, mais je pense que ça contrarie pas tout le monde, notamment le citoyen qui comprend que l'application des règles, c'est pas pour les uns et pour les autres. C'est pas facile, mais voilà, c'est encore une fois mon ADN. Il y a eu cette affaire de l'établissement de Faol qui a donné lieu à une manifestation importante de soutien aux propriétaires, à laquelle participait d'ailleurs le sénateur de Corse du Sud, Jean-Jacques Panunzi. Vous ferez démolir l'établissement si la justice demande? On est arrivé à un stade, notamment de décision juridique, où il n'est pas simple pour un préfet, même bienveillant et conciliant, de dire non, tout le monde a dit que l'État avait raison de dire qu'il fallait démolir. Le droit a été prononcé jusqu'au Conseil d'État. Et puis non, en fait, on ne fera rien. C'est pas très simple, même je veux dire en termes de fonctionnement de l'État de droit. Bon. Je suis préoccupé par cette situation et j'entends tous ceux qui défendent l'existence de cet établissement, mais je veux aussi être équitable. Sur cette même plage, dans les dernières années, il y a 3 autres établissements qui ont été démolis. Un restaurant, un hôtel-restaurant, un centre nautique. Il y en a un 4e qui est en procédure, mais les premiers l'ont démoli d'eux-mêmes, je dirais. Et l'un d'entre eux réinstalle régulièrement. Donc vous voyez,
et un petit sujet d'équité, quoi. On manifeste, on met la pression. Ça, je vois très bien comment ça peut fonctionner. Mais est-ce qu'on est clair et lisible? Donc là, pour l'instant, nous sommes encore en procédure. Moi, je respecte le droit. Il y a des échéances juridiques qui vont venir, qui, pour l'instant, peuvent faire obstacle au passage à l'acte. J'écoute tous ceux et ma porte est ouverte aussi pour parler avec eux. Mais je veux, y compris devant vos téléspectateurs, dire qu'on a un sujet un peu de principe. C'est-à-dire, de quelle Corse veut-on? Est-ce qu'on veut d'une Corse où quand ça grogne, on ne fait rien? Et puis quand ça ne grogne pas, on applique la loi? Est-ce qu'on veut d'une Corse dans laquelle on laisse faire, y compris peut-être parce que parfois dans le passé l'État n'a pas assez regardé ou l'État a trop écouté ceux qui grognaient, mais on laisse faire ici et puis on ne fait pas ailleurs. Voilà. Moi je pose cette question-là, je n'ai pas la réponse à tout, surtout que j'ai la grande humilité de dire que je ne serai sûrement pas efficace à 100% pour arriver à mettre en œuvre les décisions de justice dans tous les cas de figure. Mais vous ne pouvez pas me reprocher, on ne peut pas me reprocher de respecter la loi parce que je suis là pour ça. Et de la faire appliquer. On touche là à un domaine sensible, hein, l'occupation du domaine public maritime avec un marché juteux, on le sait très bien, l'été. Donc dans l'application stricte de la loi, est-ce que vous ne subissez pas des pressions, vous ou vos agents? En tout cas, on est formé et câblé pour résister à la pression. Voilà. Ce n'est pas une réponse. Bah, c'est ma réponse, en tout cas. Voilà. On résiste à la pression. Et je vous dirais que l'observation de ce qui se fait ici, en Corse du Sud, comme en Haute-Corse d'ailleurs, témoigne pour nous. C'est-à-dire que nous faisons appliquer des règles. Nous le faisons avec intelligence. Je vous donne un exemple. On ne le fait pas bestialement. Il y avait une demande de la part des exploitants d'établissements de plage pour dire « vous nous délivrez des autorisations d'occupation temporaire pour 6 mois ». Nous, on voudrait pouvoir étendre la saison. On voudrait pouvoir le faire plus tôt et continuer plus tard. On a dit oui à ça. C'est plus 6 mois, c'est 8 mois, et c'est 8 mois et demi s'il le faut. Et je dirais qu'à l'avenir, si les saisons s'étendaient avec le climat favorable que nous avons et qu'on veut s'installer dès février et fermer dès décembre, moi, je n'ai aucune difficulté à ça. Vous voyez, on n'est pas débiles et bestiaux dans la façon d'appliquer les règles. Mais il faut qu'il y ait des règles. Je crois que c'est compréhensible pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des règles. Donc ça ne peut pas être la loi du plus fort. Vous avez dit on résiste aux pressions. On est là pour résister. Quelles pressions? De quelle nature? D'où elles viennent? Non, mais moi, je ne dis pas que comment se manifeste-t-elle? Je ne dis pas que je subis des pressions. Dans mon rôle, qui est celui de faire appliquer la loi, et c'est tout à fait normal, je vois venir des gens qui me disent bah, « c'est pas normal que vous m'appliquiez la règle ». Bon, voilà, c'est une pression, c'est un débat, c'est un dialogue, c'était quelque chose de naturel, je dirais, chacun. Il faut toujours pouvoir se mettre à la place de l'autre. Puis il faut entendre l'autre, parce que parfois, on prend des décisions, mes services me proposent des décisions, et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas assez regardé. Et qu'en creusant et qu'en recevant les personnes, en ayant un échange contradictoire avec eux, ben en fait, il faut changer la décision. Il ne faut pas non plus être buté comme la voiture qui va buter sur la fenêtre, quoi, voilà. Parfois, on peut avoir mal agi. C'est très important aussi d'être capable d'entendre les personnes qui viennent nous voir, voilà. On reste dans le domaine de l'environnement, mais on change de sujet. C'est celui de la réserve de Scande. Alors, vous avez produit un document qui est considéré par tous, les professionnels, les élus, l'Office de l'environnement, comme trop restrictif. Alors, est-ce que vous allez revoir votre copie et est-ce que vous êtes prêt à revenir sur un certain nombre de propositions que vous faites? D'abord, Scande-là, enfin, vos téléspectateurs, vos auditeurs, vos lecteurs le savent, c'est un joyau. C'est une des merveilles de la Corse. C'est un des endroits pour lesquels on vient du monde entier voir la Corse. C'est ce qui fait qu'elle est exceptionnelle. Donc il faut la préserver. Qui a souhaité la préserver? Dès les années 70, nos aînés, avec un décret qui a organisé la gestion en 1975 de cette réserve. Et puis en dernier lieu, qui a souhaité qu'on révise les règles pour éviter de perdre les labels? La collectivité de Corse, qui a délibéré en novembre 2021 pour demander qu'on actualise ce décret de 75 et qu'on renforce la protection de Scande-là. Vous relisez la délibération, hein, c'est celle-là. Et c'est à l'initiative de la collectivité de Corse que le gouvernement s'est saisi, a retravaillé sur un projet de texte et a émis, à la fin de l'année dernière, ce projet de texte qui a ensuite été mis dans la discussion et en concertation. On est dans ce temps maintenant de concertation locale. Il y a eu beaucoup d'échanges avec l'ensemble des acteurs, évidemment les élus, la collectivité de Corse, l'Office de l'environnement, et puis les socioprofessionnels qui, et c'est bien légitime, veulent pouvoir mener leur activité. Les pêcheurs aussi, qui peuvent vouloir pêcher. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, comme ce sujet comme sur d'autres, on doit arriver à concilier les attentes, les volontés des uns et des autres. Si demain, nous détruisions totalement la Posidonie,
si nous détruisions les écosystèmes marins et terrestres qui rendent possible à certaines espèces, et notamment aux balbuzards pêcheurs, de venir. Mais ce n'est pas la peine de venir après se dire « Ah ben on est idiot, on a tué la poule aux œufs d'or ». Parce que, y compris les socioprofessionnels, n'auront plus rien à faire parce qu'on aura jeté le discrédit sur la Corse. Alors. Donc c'est pas ça, je termine juste pour vous dire dans quel temps on est. C'est pas ça qu'il faut faire et je crois que maintenant tout le monde en convient. Il faut, sur la base d'un projet de texte qui avait été préparé par le ministère de l'Écologie, qui a été mis à la concertation, que je remonte dans les prochaines semaines le résultat des échanges qui ont eu lieu localement. Il y a eu notamment une enquête publique, une commission d'enquête qui a rendu un avis favorable avec quelques réserves et qui a entendu un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment une proposition qui venait des élus et des socioprofessionnels sur la mise en place d'un système de licence qui doit permettre de contingenter les déplacements pour faire en sorte qu'on n'y soit pas tout le temps, pas partout, et qu'on ne détruise pas ces écosystèmes extraordinaires. Cette concertation ayant eu lieu, il va y avoir la semaine prochaine, le 15 mai, une réunion de partage de ce diagnostic qui a fait de ces préconisations. Je remonterai des propositions à la ministre chargée d'écologie, Madame Agnès Pannier-Runacher, et le décret pourra continuer à cheminer dans sa révision. Mais vous voyez, c'est jamais tout l'un ou tout l'autre. C'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi. Les caricatures, faut s'en méfier. On n'a pas l'habitude de voir l'État plus soucieux, en tout cas plus restrictif en termes de protection de l'environnement en Corse par rapport aux nationalistes. Sur ce dossier-là, on a l'impression, on a le sentiment que c'est ce qui se passe. Est-ce que vous n'êtes pas surpris de voir que finalement la CDC, après avoir demandé une protection accrue de ce site, eh bien, prend plutôt à une oreille plus qu'attentive envers les socioprofessionnels et bien en dessous finalement de ce que vous préconisez pour ce site? Je ne vais pas aussi loin dans la présentation des positions des uns des autres et je n'en tire aucune interprétation politique. Ce n'est pas du tout mon rayon, moi. Ce que je comprends, c'est que au fond, quand on parle et qu'on se parle franchement et qu'on se dit les choses, on est plutôt d'accord pour dire qu'il faut protéger cet environnement exceptionnel. Malgré tout, il y a eu une levée de bouclier à l'Assemblée de Corse quand votre projet a été présenté. Hein. Quand on se parle individuellement avec les uns et les autres... Dans l'hémicycle, on parle à tout le monde. Hein. Quand on se parle individuellement avec les uns et les autres, je comprends qu'on est évidemment d'accord sur l'objectif essentiel, c'est-à-dire de protéger cette biodiversité remarquable et ce site exceptionnel. Ce que je comprends aussi, et c'est ce qui a été dit notamment à l'Assemblée de Corse, c'est qu'il y a une préoccupation légitime sur le bon équilibre à trouver, et notamment sur le sort des socioprofessionnels, bien sûr. Mais vous connaissez la métaphore de la poule aux œufs d'or. Vous avez une poule, il y a un œuf caché à l'intérieur. Vous tuez la poule, il n'y aura plus rien après. Bon, donc il ne faut pas... De ce point de vue-là, je le dis de façon un peu brute, mais il ne faut pas imaginer tuer la poule aux œufs d'or. Mais il faut concilier balbuzards et bateliers. Mais ce n'est pas seulement les balbuzards. C'est le vivant. C'est emblématique. Oui, mais c'est emblématique. Mais soyons pas caricaturaux ensemble. Et vous, les médias, vous avez aussi un rôle comme ça, pour nous aider à élever le débat. C'est pas le balbuzard et 13 nids ici ou là. C'est tout un écosystème qui aujourd'hui est remarquable parce qu'il a survécu et qui pourrait disparaître totalement si on fait n'importe quoi. Donc voilà, je pense qu'en gros... Qui est en souffrance aujourd'hui. Oui, il est en souffrance et c'est dit par des scientifiques rigoureux qui ont mené plusieurs études, etc. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc il n'y a pas d'un côté les défenseurs des bateliers, les autres des défenseurs du balbuzard. Ça, c'est une caricature que je n'accepte pas du tout. Il y a la nécessité, ici en Corse, d'arriver à former un consensus pour que, bien sûr, il puisse y avoir, mais on pourra parler tout à l'heure du tourisme d'une façon générale, d'avoir un tourisme qui permet aux gens de vivre et de travailler au pays, mais en même temps de préserver le cadre qui fait que des gens ont envie de venir, et notamment ce cadre naturel exceptionnel. Lorsque vous avez été nommé à La Réunion, vous aviez décliné votre feuille de route à l'époque en disant que votre mission était de protéger les citoyens contre la criminalité, d'assurer le développement économique et de maintenir le pouvoir d'achat. C'est la même mission que vous pourriez avoir ici? Oui, fondamentalement, vous avez raison. Ça reste un peu les mêmes objectifs. D'abord, protéger, lutter contre l'insécurité du quotidien, même si en Corse, elle n'est pas aussi élevée qu'ailleurs. Elle n'a pas la même intensité. Néanmoins, il faut le faire. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, nous a demandé au préfet, à chacun des préfets, donc le préfet de Haute-Corse et moi l'avons fait chacun dans nos départements, de mettre en place un plan d'action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien. Ça, c'est la sécurité du quotidien. Et puis, on pourra parler, il y a ce phénomène particulier en Corse, qui est celui de la criminalité organisée, de l'emprise mafieuse, qui est une réalité. Évidemment, aider le territoire à se développer, bien sûr,
parce que ça, on pourrait en parler encore des heures, mais la Corse a un potentiel formidable et que peut-être on est à la croisée des chemins pour l'aider à... Surtout à un moment où on entend parler d'une autonomie, et c'est-à-dire d'une prise en main renforcée du destin, il faut aussi se demander quel type de développement on veut pour la Corse. Et puis, bien sûr, et toujours, le troisième indicateur que vous donniez, parce que voilà, on est toujours dans les mêmes défis. Ouais. Alors, il y a un phénomène extrêmement préoccupant ici, vous l'avez dit, c'est l'emprise mafieuse. Alors, après avoir longtemps tergiversé, l'État semble avoir pris la mesure des choses, peut-être parce que le phénomène aussi s'est étendu à l'ensemble de la France. Il concerne plus seulement Marseille, le Sud et la Corse. Est-ce que vous considérez que la situation peut être assainie et dans quel délai? Il va falloir des années. Alors oui, je considère que la situation peut être assainie. Et je souhaite, à la fois comme préfet et aussi un peu comme Corse, pouvoir connaître un jour une Corse qui n'est plus gangrénée par l'action de quelques individus, pas si nombreux que ça, mais extrêmement puissants, violents et dangereux, qui gangrènent l'île, qui gangrènent sa société, qui dégradent son image, qui donnent l'impression à l'extérieur, par une caricature que je déteste, que tous les Corses sont comme ça. Et donc oui, bien sûr, je le souhaite, je l'espère ardemment. Voilà. Combien de temps il faudra pour ça? Je suis bien sûr pas capable de le dire. Il faudra du temps, de la ténacité. Il faut l'action résolue qui est en cours aujourd'hui de la police et de la justice. Vous le voyez, vous le chroniquez d'ailleurs dans vos médias, pour aller chercher ces criminels, pour les poursuivre, pour arriver à les mettre hors d'état de nuire, pour saisir leurs avoirs. De ce point de vue-là, les nouvelles dispositions qui ont été votées par le Parlement vont aussi le permettre. Il faut d'abord cette action-là. Mais ce que j'ai eu l'occasion de dire il y a quelques semaines, c'est que cette action de l'État ne suffira pas s'il n'y a pas de la part de la société corse, et de ce point de vue-là, je suis optimiste aussi, une attente exprimée très forte pour dire « nous rejetons ces gens-là ». Ils sont corses, ils ont des noms corses, ils ne sont pas des nôtres. Ils sont corses, ils ont des noms corses. Parfois, ce sont nos cousins. Ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas la Corse. Ils ne sont pas l'avenir de la Corse. Alors, on vous a vu, c'est sans doute l'image qui marquera votre présence en Corse lors de cette manifestation à Ajaccio, le 8 mars. Je suis sur un camion, mégaphone en main, tenir un discours ferme à l'égard de la mafia et appeler la Corse et l'État à se faire confiance. Mais c'est juste, c'est évidemment la question essentielle, et ce sera la mienne. Qu'est-ce qui garantit que la politique qui a été annoncée et engagée par l'État depuis quelques semaines, et qui a quelques résultats quand même s'il faut rester prudent, qu'est-ce qui garantit qu'elle sera menée sur le long terme? Parce que des politiques de l'État dans tous les sens, on en a vu depuis un demi-siècle, pour ne pas revenir avant. Oui, je crois qu'il y a un mouvement de fond qui est une prise de conscience nationale et internationale sur l'extrême dangerosité des mouvements criminels, qui ne sont pas simplement des petits gangs qui font leurs affaires et qui s'enrichissent, mais ce sont des gens dont l'agenda est de prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir sur des secteurs économiques, de prendre le pouvoir sur des secteurs géographiques. Et comme l'a très bien dit Leo Luca Orlando, le maire de Palerme, quand il s'est exprimé devant l'Assemblée de Corse, l'idéal de ces gens-là, c'est de ne même plus avoir à tuer. Parce qu'ils ont pris le pouvoir, ils fixent les règles, ils sont au pouvoir, ils ont régenté l'économie et la vie politique. Et ce phénomène qu'on peut craindre en Corse, il n'est pas propre à la Corse. Vous avez vu, M. Darmanin, le garde des Sceaux, l'avait évoqué lorsqu'il est venu ici, des États voisins européens, mis sous la pression de gangs criminels qui menacent l'État lui-même. Je veux parler des Pays-Bas, je veux parler de la Belgique, avec les narcotrafiquants qui sont capables... Leur agenda est de se substituer au pouvoir politique. Donc je crois que cette prise de conscience, elle est profonde, elle n'est pas propre à un bord politique ou à un autre. Je pense qu'elle va s'inscrire dans la durée et je souhaite profondément que cette lutte puisse aller... Encore une fois, ça ne concerne pas que la Corse, ça nous concerne vraiment tous. Cette lutte... Elle a besoin, vous l'avez dit tout à l'heure, des Corses. Vous appelez à une prise de conscience, à un sursaut. Mais il y a aussi le rôle de l'État. Alors, les moyens sont renforcés. Il y a une loi, peut-être on y reviendra, qui a été adoptée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi les agents ici en Corse. C'était Amaury de Saint-Quentin qui parlait des ramifications de la mafia dans les services de l'État. On a eu une juge sur Ajaccio qui a été mise en examen, même qui a été placée en détention pour ses relations, ces liaisons dangereuses avec la bande du Petit Bar. Il y a eu un policier qui a permis à certains malfrats d'échapper à un coup de filet.
il y a 10 jours à Bastia, un policier qui a été mis en examen et placé en détention pour assassinat. Ça crée un malaise, ça, non ? Oui, c'est bien la preuve qu'il faut agir tous azimuts, et y compris à l'égard des agents appartenant à l'État qui se commettrait dans des actes pareils. D'ailleurs, le fait que vous puissiez citer cette magistrate, ce policier ou d'autres, prouve que les enquêtes ont lieu et qu'il n'y a aucune clémence à l'égard de ceux qui font ça. Mais il faut éviter là aussi de tomber dans les caricatures. C'est-à-dire, c'est pas par le fait de l'action de l'État que la mafia prospère. C'est parce que ces gens-là ont à leur agenda. Infiltrée. Ces gens-là ont à leur agenda la prise de pouvoir. Et la prise de pouvoir, elle consiste effectivement à se créer des obligés, des gens dépendants, menacés ou empêchés, dans tous les secteurs économiques, politiques, institutionnels, administratifs. Une question de confiance, elle concerne l'État, mais pas seulement l'État. Il y a la classe politique corse, dans son ensemble, qui est concernée. Toutes tendances confondues d'ailleurs. Hein. Il ne vous a pas échappé que beaucoup, et des élus importants, étaient absents le jour de la manifestation du 8 mars, que le vote de l'Assemblée de Corse, le 28 février, ne préconisait aucune mesure coercitive. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Là, visiblement, il y a plus qu'une absence de confiance. Hein. Non, je pense qu'il faut regarder la photo et le film. Voilà, la photo, elle est peut-être incomplète. Le film, le déroulé, il est bon. Le déroulé de cette prise de conscience, de cette mobilisation, il est plutôt encourageant. Voilà. Il faut effectivement, comme ça s'est passé en Sicile, comme ça s'est passé dans d'autres territoires, que l'action ne soit pas simplement une action de la police et de la justice, mais une mobilisation sociale et citoyenne, elle vient, elle est là. Moi, je vais vous dire, il m'arrive de discuter, et c'est peut-être d'ailleurs le plus intéressant dans mon métier aussi, avec des citoyens qui ne rencontrent pas habituellement le préfet. Je crée toutes les occasions pour le faire. Des gens qui disent « merci de faire ce que vous faites ». Merci de faire ce que vous faites, parce qu'on en a assez, on n'en peut plus de ces gens qui, eux, prétendent être Corses, qui prétendent être la Corse, et qui, en fait, nous gangrènent. Nous ne sommes pas comme ça. Les Corses sont honnêtes, les Corses veulent travailler, ils veulent respecter la loi, et donc cette action, elle doit avoir lieu. Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt confiant, là aussi, sur la prise de conscience. Il faut d'ailleurs saluer l'initiative qui avait été prise par la collectivité de Corse sur ce travail. On peut considérer qu'au bout du compte, ces propositions sont hétérogènes, que peut-être elles ne sont pas, même y compris du point de vue de l'État ou du droit, tout acceptables. Surtout, la majorité des élus a pris position contre les mesures préconisées le matin par Gérald Darmanin à l'Assemblée de Corse. La totalité. La totalité. Mais moi, je ne veux pas juger l'expression d'une assemblée politique. Encore une fois, je ne suis pas sur ce terrain-là. D'abord, cette loi est passée, elle s'appliquera maintenant. Et je pense à titre personnel, compte tenu de ce qu'on vient de se dire sur l'intensité des risques, qu'il faut se donner des instruments face à des gens qui sont les ennemis, les adversaires farouches. Pas simplement d'ailleurs de l'État ou du droit, ils sont les adversaires farouches de la société. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui sont heureux de se faire racketter ? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui sont heureux d'avoir un hôtel et du jour au lendemain de découvrir que le type qui est venu les voir, simplement parce qu'on sait qui c'est, va prélever une partie de vos revenus, etc. etc. Donc je veux dire, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait qu'il faut agir résolument. Il y a le temps réel de la vie quotidienne et il y a le temps politique. Effectivement, au moment où nous parlons, il y a un procès qui se déroule, un procès sur le volet financier concernant la bande du Petit Bar. Dans le même temps, sur le terrain en Haute-Corse, les assassinats, notamment en Haute-Corse, les assassinats s'enchaînent depuis le début de l'année. Il y a des prises de position politiques que nous avons évoquées. Sauf qu'on a le sentiment, en tout cas la population a le sentiment que ça ne va pas suffisamment vite. Et sur le terrain, la Corse, depuis le début de l'année, enchaîne les drames. Alors comment répondre finalement à cette différence finalement de timing ? Oui, on a connu 7 homicides violents depuis le début de l'année. 7 homicides violents. Et il y en avait eu 18 l'an dernier. Et je ne parle pas des tentatives d'homicide. Donc c'est une réalité. Et effectivement, il pourrait y avoir ce côté désespérant qui est que ces faits se produisent toujours, alors même que le temps des enquêtes peut être long. Et on parle du procès du Petit Bar aujourd'hui, et on voit les faits et l'ancienneté des faits. Parfois, on pourrait se dire que ça ne va pas assez vite. Néanmoins, encore une fois, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Vous voyez l'acharnement
des services de police et de justice et de gendarmerie pour aller porter atteinte à ces personnes-là. Donc il faut que nos concitoyens ne doutent pas sur le fait que c'est notre priorité. Priorité des procureurs, donc de l'autorité judiciaire, priorité de l'autorité administrative, c'est-à-dire des préfets. Nous travaillons d'ailleurs la main dans la main pour essayer d'agir ces deux étages en quelque sorte, hein, sur à la fois la responsabilité administrative et la responsabilité judiciaire. Mais il est vrai qu'on est dans un état de droit et que, y compris ces personnes nuisibles, ont le droit de se défendre, d'avoir des artifices ou des défenses qui leur permettent parfois d'échapper à des condamnations. On peut le regretter à titre citoyen. On peut aussi constater que c'est ça l'état de droit. Mais c'est aussi pour ça qu'il fallait renforcer l'arsenal judiciaire. C'est aussi pour ça que cette loi de lutte contre la criminalité organisée va permettre de renforcer la capacité d'action. Est-ce que les moyens vont suivre? Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, avait annoncé l'arrivée d'un certain nombre de renforts policiers. Les syndicats de police disent on en a eu 7 alors qu'on nous en avait promis plusieurs dizaines. Il a fait la même chose là pour la justice en annonçant un certain nombre de moyens. Quand est-ce que ces moyens-là vont arriver? Est-ce que ce sera la réalité? Parce que bon, quand on voit la difficulté économique, financière au niveau de l'État... Et dans le prolongement de ce que dit Jean Vitus Albertini, Gérald Darmanin a annoncé également la création d'un pôle spécialisé de lutte contre la criminalité organisée implanté à Bastia. Et Gérald Darmanin, d'ailleurs, devait revenir en avril pour... Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, et la question importante, c'est celle des moyens et des moyens d'action, effectivement. Et de la suite donnée aux annonces, c'est aussi important en termes de confiance. La situation en Corse, déjà aujourd'hui, en termes de services d'enquête, c'est une situation très favorable. Le nombre d'enquêteurs de police judiciaire, à la fois côté police et côté gendarmerie, est hors norme par rapport au territoire national. Et ça correspond à une réalité, à un terrain sur lequel il faut travailler. C'est sous l'autorité des parquets, hein, donc je ne veux pas m'immiscer sur un champ qui est le leur. Mais évidemment, il y a déjà des moyens importants. Il faut arriver à recruter, à faire venir des gens qui ont envie de faire ce travail. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, pour plein de raisons qu'on sait. C'est difficile de les faire venir. Et ce n'est pas toujours simple d'arriver à organiser la mutation de gens, y compris sur des postes intéressants, pour toutes les raisons qu'on connaît, de l'insularité, du coût de la vie, etc. Mais l'effort de renforcement des moyens du côté police et gendarmerie, il vient s'appuyer sur un socle qui est déjà bon. Côté justice, le garde des Sceaux l'a effectivement indiqué, il l'a confirmé quand il est venu devant l'Assemblée de Corse, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans le plan d'action jusqu'en 2027 la création de 50 emplois de magistrats, de greffiers et d'assistants de justice. Et puis, il va y avoir la création d'un pôle spécialisé, d'une organisation spécialisée qui, si elle a lieu, viendra compléter ces moyens-là. Voilà. Donc tout ça est un effort important, mais je reviens sur ce que je disais. Cet effort, il produit ses effets, il va continuer de les produire sur le long terme, et il les produira d'autant mieux qu'il y aura ce que je sens encore, c'est-à-dire cette dénonciation d'une espèce de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité à être assimilé à ces quelques gangs criminels qui ne résument pas la Corse. Alors, deux questions avant de passer à la deuxième partie de l'émission. La première, sur cette opération de récupération des armes. Alors, vous ne vous faisiez pas trop d'illusions quand vous l'avez annoncé le jour de vous aviez raison. 96 armes récupérées, il y en avait eu 268 en 2022. 238. Mais franchement, à quoi ça sert? Parce que vous l'avez dit vous-même, ça va pas, c'est pas pour lutter contre le grand banditisme, ça va pas servir à freiner la délinquance, ni les meurtres. Alors, c'est quoi? C'est destiné à casser une tradition ancestrale? Non, c'est vraiment pas de la com. C'est une des 5 priorités que nous nous sommes données en Haute-Corse et en Corse du Sud, préfets et procureurs ensemble, dans le cadre de notre plan d'action pour la restauration de la sécurité du quotidien. Pourquoi ça? Il y a en Corse un nombre d'armes déclarées par habitant qui est considérable par rapport à la moyenne nationale. 350 armes pour 1000 habitants. C'est 150 en moyenne nationale, c'est les chiffres de 2022, mais ça n'a pas beaucoup changé. Il y a évidemment par ailleurs toutes les armes non déclarées. Je vous donne 2 illustrations de ce qui s'est passé la semaine dernière. Interpellation de quelqu'un responsable de violence conjugale, donc violence à l'égard de son épouse. On va chez lui, on trouve 6 armes longues non déclarées et des munitions. 6 armes longues. Heureusement, cet homme n'était pas passé à l'acte. Ces armes ont été saisies, elles ont été retirées de l'espace privé, accessoirement de l'espace public. Le week-end dernier, cambriolage au domicile de quelqu'un qui est un tireur sportif et qui avait, de façon déclarée, 11 armes de poing. 11 armes de poing. Le cambriolage a réussi, parce que sans doute les gens savaient que là, il y avait un très grand nombre d'armes. Ces armes, elles sont parties dans la nature. Vous croyez qu'elles vont servir à des gens honnêtes? Et non. Donc, moins il y a d'armes,
y compris chez les honnêtes gens que nous sommes, mieux on se portera. Il y aura moins de risques de passage à l'acte violent parce qu'on n'ira pas se saisir de son arme quand on est fâché avec son épouse. Et puis il y aura aussi moins de risques de se faire voler par des bandits et des voyous. Mais vous noterez que ni le cambrioleur ni l'homme violent ne sont allés à la gendarmerie déposer leurs armes. Non, mais vous savez, c'est comme toujours, vous savez ça, si c'était facile, ça ne servira à rien de le faire. Il va falloir y venir, y revenir, y revenir. Et moi, j'ai dit qu'on reviendra au moins une fois par an à proposer cette démarche de dépôt des armes, où on considérera tous plutôt comme naturel 4200 munitions. Est-ce qu'on a cité les armes? Mais 4200 munitions, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait saisi en 2022. C'était 5600 ou quelque chose comme ça. C'est autant de munitions qui ne serviront pas, y compris dans des actions criminelles. Donc moi, je suis plutôt satisfait de ce bilan-là, même si je me fais encore une fois ni naïveté, ni illusion sur le fait que ça empêchera les grands voyous d'avoir des armes pour faire leurs crimes. Mais toute chose égale par ailleurs, ça contribue à une société moins dangereuse, apaisée, qu'il faut souhaiter pour la Corse. Vous fustigez à juste titre les caricatures, mais est-ce qu'on n'est pas face justement à une caricature? Vous savez que la majeure partie, ce ne sont pas les armes déclarées qui tuent en Corse, et les armes qui sont déclarées le sont par des gens qui pratiquent le tir sportif, qui pratiquent d'autres activités justement en lien justement avec les armes, avec le tir sportif. Les voyous, on ne les retrouve pas sur les pas de tir justement de ces stands de tir. Donc est-ce qu'il n'y a pas justement une caricature à dire il y a trop d'armes en Corse, donc c'est pour cela qu'il y a autant de faits? Il faut agir sur les deux aspects, c'est-à-dire à la fois. Moi, je respecte tout à fait d'abord les chasseurs qui veulent chasser, qui ont une arme chez eux, peut-être 2 armes, etc. Quand on trouve 6 armes longues non déclarées... Elles sont non déclarées, mais tout à fait. Voilà, parce qu'elles sont non déclarées, mais celles qui sont déclarées, il y a 8000 licenciés de tir sportif. Il n'y a aucun problème avec le tir sportif. C'est pas le problème. Et tout ça se passe dans la règle. On confond beaucoup. Il y a des contrôles. Et je ne crois pas, je ne pense pas. Et je pense qu'il faut... il faut être actif sur les deux niveaux. C'est important. Alors, dernière question sur ce thème. Vous avez visité le 8 avril dernier, en compagnie du directeur interrégional des services pénitentiaires et le procureur d'Ajaccio. La prison d'Ajaccio date de 1878. J'imagine que considérez qu'elle n'est plus tellement adaptée. Il y avait eu un projet, à une certaine époque, de construction d'une nouvelle prison. C'est dans l'air encore aujourd'hui ou pas du tout? Oui, pour la petite histoire, j'étais sous-directeur à la direction de l'administration pénitentiaire à l'époque où, parmi tous les projets qui étaient conduits, il y avait l'idée de fermer toutes les maisons d'arrêt départementales de ce programme important de la prison républicaine, il faut s'en souvenir. Robert Badinter avait écrit un beau livre sur la prison républicaine. Et il avait cité le progrès qu'était la création par la Troisième République de ces maisons d'arrêt qui élevaient le standard de l'incarcération par rapport à ce qui existait avant. Mais enfin maintenant, 120 ans, 130 ans après. Donc il y avait le projet de fermer et il y avait le projet de faire un établissement nouveau. En y allant avec le procureur et le directeur interrégional des services pénitentiaires, on a évidemment la confirmation du fait que cet établissement n'est pas adapté à ce qu'il faudrait. On peut regretter que le projet n'ait pas eu lieu à l'époque, n'ait pas pu se construire. Il faudra sans doute un jour y venir et y revenir parce que, je voudrais y insister, c'est dans l'idée. La prison, c'est un service public. C'est un service public un peu particulier où les gens qui sont pris en charge n'auraient pas envie d'être là, mais c'est un service public. Et ce service public, il faut d'abord rendre hommage aux surveillants qui font un travail à Ajaccio, comme dans les autres établissements, remarquable. Un travail bien sûr de sécurité, mais aussi de contact. Et il faut d'abord pour eux leur créer des conditions meilleures. Et c'est un service public qui est aussi pour les personnes détenues et pour les familles important. De ce point de vue-là, avoir un établissement plus grand, plus digne, pour la Corse serait évidemment souhaitable. Voilà, ce n'est pas mon périmètre de compétence que de le dire, mais je crois qu'il le faudra un jour parmi tout ce qu'il faut pour la Corse. Oui. Alors, on passe à la politique. On évoque le processus en cours qui dure maintenant depuis 3 ans. Il y a une semaine, vous étiez à Paris pour participer au comité stratégique. Le calendrier a été rappelé, mais les délais sont extrêmement serrés. On ne sait si le projet aboutira. Mais est-ce que vous avez commencé à évoquer avec les élus le fameux contenu de la loi organique? Parce que peut-être, même s'il n'y a pas de réforme constitutionnelle, une loi organique pourrait venir... Je crois qu'il faut d'abord reconnaître et saluer la continuité du gouvernement, des gouvernements, malgré les changements que vous avez cités, sur l'intention. Le président de la République lui-même l'a dit et redit, les premiers ministres, chacun dans leur déclaration de
politique générale, ont à nouveau évoqué ce processus institutionnel concernant la Corse comme une priorité. Et de fait, les ministres chargés de la Corse, M. Darmanin, puis Mme Vautrin, puis maintenant M. Rebsamen, portent ce sujet sans aucune ambiguïté. Le dîner qui a eu lieu la semaine dernière a été l'occasion de le confirmer. Je pense que tous ceux qui y étaient ont entendu les termes clairs de François Rebsamen sur le fait que l'objectif restait le même et que le calendrier volontariste, évidemment, était le même. Il va donc y avoir maintenant une étape importante, c'est la prise de l'avis du Conseil d'État sur les écritures institutionnelles telles qu'elles avaient émergé du travail des acteurs locaux en Corse, avis du Conseil d'État, et le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a indiqué qu'il réunirait à nouveau le COSTRAT, peut-être dans un format plus élargi, après l'avis du Conseil d'État. Pour en tirer quelle leçon? L'avis du Conseil d'État est consultatif uniquement, mais imaginons une charge sévère contre ces écritures constitutionnelles, notamment la notion de communauté historique, linguistique, culturelle, insulaire, qui aurait du mal à passer, et aussi sur le pouvoir législatif. Moi, je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas assez juriste, en tout cas pas assez expert pour dire ce que le Conseil d'État va émettre comme avis. Le Conseil d'État, il a à la fois son expertise, puis il a sa sagesse, il a sa connaissance institutionnelle et il a la conscience aussi de l'importance du processus qui est en cours. Mais je ne peux pas du tout extrapoler, je dirais, sur ce que le Conseil d'État va en dire. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est exactement aligné sur ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est-à-dire que donc il ne tiendrait pas compte de l'avis du Conseil d'État. Non, les écritures constitutionnelles sont prises intégralement et elles sont soumises au Conseil d'État. Le Conseil d'État va donner son avis, c'est ensuite le ministre qui dira jusqu'à quel point le gouvernement en tient les conséquences. Mais ça, laissons faire les choses, même si ça semble toujours un peu long, laissons faire les choses les unes après les autres. Ça, je n'ai pas de boule de cristal. Alors on aborde la deuxième partie de l'émission pour parler de la situation économique de la Corse avec en introduction ce sujet de Jean-Philippe Mattei. En 2025, le paysage économique corse demeure très contrasté. Sans surprise, le PIB, produit intérieur brut de l'île, est le plus faible de France métropolitaine avec 10 milliards d'euros. Il est largement lié au tourisme, 39%, mais aussi à l'administration publique, 32%. Une très forte dépendance à la commande publique qui induit des risques, selon l'économiste Christophe Storail. La logique aussi de l'économie administrée, c'est que vous avez un système économique qui dépend en fait de ressources budgétaires étatiques. Quand on voit par exemple que cette année on a eu beaucoup de difficultés à faire voter un budget et qu'on a mis sous pression les collectivités locales en disant réduisez vos dépenses, vous imaginez ce que ça peut générer comme contrainte sur une économie administrée dont dépend, je dirais, pas mal de secteurs d'activité. Alors, c'est exclu du dispositif qui visait à restreindre les fonds publics. C'est vrai. Problème, le manque de diversité économique en Corse a une incidence sur l'emploi. Quand on dit que l'on dépend du tourisme au sens large, qui crée à peu près 32-33% de la richesse, on va aller jusqu'à 40% si on veut rester modeste sur l'ensemble des circuits économiques de l'île. Si je rajoute à ça le BTP, on va rajouter à ça un petit peu l'immobilier, l'administration, un peu le transport. Quels sont les autres débouchés finalement sur lesquels on peut inclure des salariés pour développer l'emploi? Plus grand-chose. Le chômage est en revanche en baisse constante depuis 2023 et atteint des niveaux qui se rapprochent tout doucement du plein emploi, établi à 5%. Avec 6,4%, le taux de chômage en Corse est plus d'un demi-point en dessous du taux national. Pourtant, le nombre de demandeurs d'emploi augmente près de 3% depuis un an, avec quasiment 20 000 personnes en recherche d'un travail. Un emploi qui rémunère mal selon l'INSEE. 40% des salariés en Corse ont un salaire considéré faible, sous 15 290 € net annuels, soit 45 500 personnes. De fait, le taux de pauvreté est important. Il atteint 18% en Corse, 4 points de plus qu'à l'échelle nationale. Un élément à mettre en lien d'une part avec les coûts de la vie plus élevés en Corse, des salaires plus bas, mais aussi une population vieillissante qui implique bien souvent une baisse des revenus à la retraite. Une économie contrastée, mais qui globalement ne produit pas beaucoup de richesses, même si le nombre d'entreprises augmente, les défaillances diminuent, les salaires sont très bas, le taux de pauvreté est important. Oui, c'est une situation un peu paradoxale qui est celle de la Corse. D'abord, son économie résiste
malgré les cycles, la sortie de la terrible crise du Covid pour une région aussi dépendante du tourisme, c'était quand même un énorme point d'interrogation. Et de fait, la Corse est bien repartie de ce point de vue-là. La saison 2024 a été bonne, en tout cas en fréquentation. Et on peut espérer, les acteurs avec lesquels j'échange laissent entendre que la saison 2025 est très bien partie. Donc il y a tout de même des amortisseurs, une capacité à rebondir qui est très encourageante. Comme vous l'avez dit, la mortalité des entreprises, elle est réelle, il faut la surveiller. Hein. Il y a un nombre de cessations d'activités qui sont à surveiller, mais la création d'entreprises reste forte aussi et elle est plus dynamique. Donc il y a des facteurs qui sont encourageants. Le chômage, c'était indiqué dans votre sujet, là, le chômage est aussi à un niveau très bas et même si le nombre de demandeurs remonte au premier trimestre, on est à encore un demi-point en dessous du chiffre national, 6,5 contre 7,1, qui est lui-même un chiffre historique, exceptionnel pour notre pays. Donc voilà, il y a des choses qui vont bien. Et en même temps, effectivement, il y a des facteurs d'alerte. Et ces facteurs d'alerte, ils doivent nous servir de leçon aussi pour l'avenir. D'abord, la grande dépendance à l'égard du tourisme, c'est une chance, mais c'est aussi une fragilité. Parce qu'on a autour de nous tout un tas d'autres territoires qui peuvent être des alternatives à la Corse. La Corse, c'est beau et c'est magnifique, mais il peut y avoir, dans l'arbitrage sur ces vacances, des gens qui se disent finalement, je vais aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Donc il faut que la potentialité d'offres touristiques corse s'améliore. Ensuite, il y a la dépendance à la construction, puisque le secteur du BTP, lui, ne va pas bien aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Il ne va pas bien pour une série de facteurs. Il n'y a pas qu'en Corse, sur le reste du territoire national, c'est vrai, mais en Corse, c'est très important compte tenu de l'activité très forte de construction qu'il y a eu dans les 3 dernières décennies. Les entreprises du BTP souffrent beaucoup aujourd'hui. Et de fait, le moins grand nombre de permis de construire, la plus grande frilosité qu'il y a eu de la part des banques, la hausse du coût des matériaux, beaucoup de facteurs fait que le BTP souffre. Et puis, je termine juste par là, on pourrait aussi parler des services en général, mais il y a l'agriculture. Qui est elle aussi confrontée à des défis énormes. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est capable d'imaginer l'activité économique corse de demain, à 5 ans, à 10 ans, de la construire ? Il peut y avoir... il y a des gens qui y réfléchissent et qui ont travaillé. Moi, je trouve la contribution du MEDEF sur la Corse à horizon 2030-2040 était une contribution intéressante pour voir ce qui pourrait être projeté dans l'avenir. Il faut qu'on arrive à développer notamment l'économie de production et pas simplement l'économie de service. Oui, voilà. C'est tout le problème. Mais cette économie qui s'est maintenue, c'est un peu artificiel parce qu'il y a beaucoup de transferts financiers et en particulier l'investissement public, même s'il a diminué. Mais il y avait le PEI qui a d'ailleurs grandement aidé à maintenir les entreprises à flot, sans forcément les développer. Le PTIC a pris le relais, mais on situe quand même assez mal la démarche globale de ce nouveau plan. Alors, les incréments structurants, c'était très clair dans le PEI, même si tout n'a pas été réalisé. Avec le PTIC, ça a l'air beaucoup moins évident. Alors le PEI, vous avez raison, ça a été une somme très importante. C'était 1,2 milliard, mais sur... 2 milliards sur... 1,2 milliard de subventions de l'État, 1,9 milliard de dépenses, mais sur une vingtaine d'années. Le PEI, c'est plus concentré. Le PTIC, pardonnez-moi, c'est plus concentré, puisque c'est un plan qui, sur 7 ans, est censé apporter 500 millions d'euros de soutien de la part de l'État à des investissements structurants. Plus concentré, ça veut dire sur des opérations à une maille parfois plus élevée. Et il s'exécute, ce plan. La promesse, l'engagement est tenu. On en est maintenant à près de 250 millions d'euros d'engagement sur les 500. Donc il avance. Il faut continuer. Je pourrais d'ailleurs en parler sur les pistes à venir. Mais au passage, c'est une chance extraordinaire. C'est l'État qui pilote le programme. Hein. Oui, c'est l'État qui le pilote. Contrairement au PEI. Hein. Oui, il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Il n'y a pas eu de remise en cause là-dessus. On en a parlé avec le président de la collectivité. L'État qui pilote, ça ne veut pas dire l'État qui n'écoute pas, l'État qui fait tout seul, etc. Choix, mais les projets financés sont des projets structurants. Je pense qu'il y a de bons exemples qui montrent qu'il y a des projets plutôt structurants. Il y a, je ne sais pas, le port de Porto Vecchio, les remparts de Bonifacio, les travaux sur la citadelle de Calvi. Le stade de Foriane. Le stade de... moi, je trouve un équipement culturel magnifique qui va être le théâtre rénové de Bastia. Voilà, ce sont des équipements qui, je pense, transforment la Corse et vont transformer aussi l'activité pour les Corses demain. Ouais. Des projets intéressants, mais bon, on ne voit pas de route, on ne voit pas de pont, on ne voit pas d'infrastructure en matière... Attention, le PTIC, c'est la contribution de l'État au développement de la Corse. Je vous rappelle que partout ailleurs,
Or, la Corse et les Outre-mer, l'essentiel de la dépense d'investissement dans les infrastructures aujourd'hui est de la compétence des collectivités locales et qu'elle est portée par les collectivités locales. C'est 75% en moyenne nationale, 75-80% des investissements qui sont conduits par les collectivités locales. Voilà. Donc la contribution de l'État, elle vient en plus de ces financements qui sont à dégager par les collectivités locales. D'un rattrapage, d'une prise en compte de la singularité de la Corse. C'est un projet, on ne comprend pas tellement. Il y a l'affaire du téléphérique qu'a évoqué Patrick. On parlait de 36 millions au départ, on parle aujourd'hui de 50, je crois. Cinquantaine de millions. L'État finance, c'est lui qui a choisi de financer à cette hauteur-là. Ça vous paraît un projet structurant, ça ? Un projet de mobilité à l'échelle d'une agglomération comme Ajaccio, ça me paraît un projet structurant. J'entends toutes les critiques qui s'émettent aujourd'hui et 50 millions d'euros. Je vois bien tout ce qui peut être dit, mais je pense que financer des équipements de mobilité, d'ailleurs ici à Ajaccio comme ailleurs, c'est tout à fait essentiel. De mobilité, certes, mais c'est pas un projet qui va désengorger Ajaccio. Je comprends. C'est pas moi, c'est plutôt le porteur de projet qu'il faut interroger, mais l'État s'est engagé à son côté pour le soutenir. L'État l'a soutenu, c'est ça le problème. Bien sûr. Et je ne pense pas que ce soit un problème. Non, je ne pense pas que ce soit un problème. Il faut, par contre, évidemment, voir si ça s'inscrit dans un plan de déplacement urbain, si ça vient organiser un maillage pour décongestionner la ville, etc. Ça, il faut en parler avec le président de la CAPA et le maire d'Ajaccio, plus qu'avec moi. Je comprends que ça s'inscrit dans ce projet-là, et de ce point de vue-là, je le trouve, tout à fait justifié. Au-delà du téléphérique, il reste 250 millions d'euros à consommer en 2 ans, jusqu'en 2027. Est-ce que la CDC a proposé, est-ce que vous avez des projets en tout cas qui ont été proposés par la CDC, est-ce que vous pourriez nous en faire part ? Ça ne sera pas 250 millions d'ici 2027 parce que le programme a démarré lentement et qu'il va sans doute s'étaler dans le temps. Donc on peut être certain qu'il ira au-delà de 2027, comme le PEI d'ailleurs avait été plus long. Tant mieux, de ce point de vue-là, les engagements seront tenus. Ce qui est vrai, et vous le savez, ça a été exprimé par les uns et par les autres, autant il y a eu un démarrage très rapide de la part du bloc communal et intercommunal qui a proposé des projets et l'État a dit banco, on y va. Plusieurs de ceux qu'on a cités là ont démarré. Autant il y a eu, pour des raisons X ou Y, et je dirais sans doute un peu à tort partagé, mais je n'apprécie pas bien quand on dit que c'est la faute de l'État, parce que je pense que c'est un tort partagé. N'a pas fait le travail, il y a eu un retard au démarrage dans le dialogue entre l'État et la collectivité. On a, depuis plusieurs mois, avec Gilles Simoni, fait ce diagnostic et surtout décidé de ne pas en rester au diagnostic. Donc on se voit, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante, précisément, sur les projets d'investissement dépendants du bloc de la collectivité pour les intensifier, parce que je pense effectivement qu'il y a une opportunité à l'avenir de faire des projets structurants qui dépendent de la compétence de la collectivité. Je vous cite un bon exemple, je le cite toujours parce qu'il faut dire quand ça va bien. Dans le périmètre de la collectivité, l'Office d'équipement hydraulique de la Corse. Il émarge au PTIC. Oui. Nous conduisons avec lui des projets, nous les finançons à 60, 70%, etc. L'État, vient y contribuer. C'est un bon exemple du fait que ça peut marcher. Donc je suis tout à fait confiant sur le fait qu'on peut y arriver avec la même méthode. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont vous pourriez nous faire part qui sont actuellement... Eh bien, on va en parler. Justement, on va en parler avec le président de la collectivité dans peu de temps. Donc, je ne veux pas me prononcer à la place du porteur de projet. Ce qui est sûr, c'est qu'on a la méthode et que si on applique cette méthode, on sortira peut-être des difficultés passées. Alors, une question sur l'effort budgétaire qui sera demandé aux collectivités. Alors, il y a eu hier une réunion au ministère de l'Aménagement du Territoire entre le ministre et un certain nombre de représentants des collectivités. Est-ce que vous savez ce qu'il en est sorti ? Est-ce que les collectivités verront encore leur dotation réduite ? Parce qu'il faut faire 40 milliards d'économies cette année. D'abord, vous avez le souvenir, il faut regarder le temps long, de ce qui s'est passé depuis 2017. Les dotations des collectivités locales n'ont cessé d'augmenter fortement pour rattraper une baisse qui avait eu lieu avant, mais pour la dépasser. Et donc, jusqu'à l'année dernière, les dotations des collectivités locales ont continué d'augmenter. Cette année, pour la Corse comme pour le reste du territoire national d'ailleurs, ces dotations de fonctionnement ont été stabilisées, c'est-à-dire qu'elles n'augmentent plus dans les mêmes proportions. Elles sont stabilisées, ce qui suppose de la part des collectivités un effort, parce que le coût de la vie, l'inflation peut être intervenu entre-temps. Et en moyenne globale, dotation globale de fonctionnement des communes, des intercommunalités en Corse, elle est stable, ce qui ne signifie pas que tout le monde reste stable, parce qu'il y a ceux pour lesquels ça augmente en fonction des critères terribles. Il y a 40 critères pour la dotation globale de fonctionnement. Je vous donne ça un jour, lisez ça le week-end, vous aurez la migraine. Enfin voilà, certains augmentent, d'autres baissent. Pour département, région, donc ici collectivité de Corse, la dotation est stable, elle aussi. Donc ça, c'est le présent. Pour l'avenir,
là non plus, je n'ai pas de boule de cristal. Évidemment, nous allons voir les conditions dans lesquelles se prépare le budget, mais nous savons tous, et on est tous citoyens et contribuables, qu'il va falloir, pour tenir les équilibres des finances publiques, que chacun, demain, fasse des efforts. Chacun, tout le monde, ça veut dire l'État, on le fait depuis plusieurs années et on va continuer de le faire, les collectivités locales, et puis tout le bloc social, puisque c'est la préservation de notre richesse extraordinaire, qui est notre modèle social, qui est menacé si on ne fait pas un certain nombre de choix demain. Donc voilà, c'est ça qui est en cours. Je reviens un instant sur la situation sociale. À La Réunion, toujours, il y a un dispositif que vous connaissez bien, c'est le BQP. C'est le bouclier qualité-prix qui garantit un prix abordable sur 150, 160 produits, je crois, de consommation. 148, Pourquoi un tel dispositif n'est pas applicable ou envisageable en Corse, alors que le coût de la vie, il n'est pas celui de La Réunion, évidemment, mais il est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale? Oui, à La Réunion, pour vous donner, pour vos auditeurs, une illustration, le prix du panier alimentaire frais, il peut être de plus de 35 à 45% supérieur à la moyenne nationale. Et l'écart dans les comparaisons spatiales de prix, là, il n'a cessé de croître. Il est de 9% maintenant à un instant donné. En Corse, on est à 6%, ce qui est effectivement pas négligeable en moyenne par rapport à la moyenne nationale. Cet instrument du bouclier qualité-prix, moi je l'ai pratiqué pendant 3 ans, presque, enfin 2 ans et demi, avec beaucoup d'énergie, d'acharnement pour le faire vivre. C'est un système qui impose aux grandes surfaces de présenter des produits d'une qualité certaine, c'est-à-dire notamment des produits locaux et pas simplement des produits importés, à un tarif raisonnable et de les mettre en valeur pour qu'ils soient vendus. C'est pas non plus la panacée, c'est pas la panacée absolue. Le taux de consommation de ce bouclier, y compris par les personnes les plus défavorisées, n'était pas très élevé parce que les grandes surfaces font par ailleurs avec leurs marques distributeurs des offres, des prix, etc. Donc voilà, c'est pas la solution miracle, le bouclier qualité-prix. Je l'ai pratiqué là-bas, j'en vois les avantages. Si un jour Parlement, gouvernement décidait de le mettre en œuvre sur le reste du territoire, et notamment dans des territoires comme la Corse qui souffrent aussi d'écarts de prix compte tenu notamment de l'insularité, pourquoi pas. Mais voilà, je veux dire en transparence, c'est pas la solution miracle. Mais par contre, il y a un domaine sur lequel ça pourrait se faire, c'est celui de l'essence. Je crois que l'essence à La Réunion est beaucoup moins chère en métropole et beaucoup moins cher qu'en Corse. Il y a une réfaction de 7 points de TVA en Corse et les Corses payent plus cher que les autres. Vrai, mais j'ai reçu les collectifs contre la vie chère, contre la cherté du carburant, et effectivement, ils m'avaient manifesté cet intérêt. Je leur ai décrit le système qui fait que le préfet fixe chaque mois le prix du carburant dans les Outre-mer. Mais là aussi, je leur ai montré que ce n'était pas la panacée absolue. Si le carburant est moins cher à La Réunion, c'est globalement parce qu'on s'approvisionne sur le Brent de Singapour, qui est 20 centimes de moins que le Brent européen auquel on se fournit. Donc voilà, il y a effectivement une capacité à contrôler les marges, c'est-à-dire à les fixer pour au moins 1 an, marge des importateurs et des distributeurs. Mais ce n'est pas ça qui fait l'essentiel du prix. Ce qui fait l'essentiel du prix, c'est la fiscalité, effectivement. Elle est favorable aussi dans les Outre-mer. Et le cours du brut auquel on s'approvisionne. Voilà. Oui, il y a 7 points de moins de TVA ici, et pourtant c'est plus cher. Oui, miraculeux, ça. Il y a eu beaucoup d'études, vous le savez, qui essaient d'objectiver ça. Voilà, je comprends d'ailleurs qu'une bonne partie des surcoûts est explicable et compréhensible. Bien sûr, nous sommes une île, bien sûr, il faut approvisionner, il faut stocker, il faut aussi maintenir un réseau de stations-service qui est très supérieur à la population, notamment la population résidente, puisqu'il faut être capable de couvrir la période touristique. Donc tout ça, ça a des coûts et des surcoûts. Et puis surtout, il n'y a pas de pompe à essence dans les grandes surfaces. C'est ce qui permet de faire baisser les prix sur le continent. C'est ça, il n'y a pas de... Voilà. Bon, donc il y a une série de facteurs qui peuvent expliquer ça. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous dites le préfet ne fait pas de politique, évidemment, mais il y a des différences évidentes entre vous, vos prédécesseurs, il y a des styles qui sont différents. Alors, est-ce que c'est simplement une différence de style, ou est-ce que c'est vraiment une politique à un instant T entre... Pascal Lelarge, Amaury de Saint-Quentin et vous, il y a des différences qui sont absolument flagrantes, et notamment dans la relation avec la CDC. Aujourd'hui, cela se passe bien, cela s'est passé de manière beaucoup moins bien avec Pascal Lelarge notamment. Est-ce que c'est simplement une différence de style, ou est-ce que c'est, pour le coup,
pour le coup, des différences de politique? Non, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que moi, j'ai un mandat qui m'a été donné par le gouvernement et je l'applique. Et c'est le mandat de faire en sorte que, d'abord, l'État et les collectivités, l'État et le corps social en Corse se comprennent, arrivent à travailler ensemble, parce que, et je le crois aussi profondément, je vous l'ai dit dès le début, on n'arrivera à rien si on est dans cette défiance. Mais ça, c'est pas une conviction personnelle, c'est aussi le mandat que j'ai reçu, et puis le mandat de travailler sur tous les sujets du quotidien. Après, il y a effectivement une question de style, de personnalité, mais bon, l'essentiel, nous sommes là pour appliquer loyalement la politique d'un gouvernement. C'est pour ça que je dis, on ne fait pas de politique au sens où on n'a pas d'engagement partisan. En revanche, on sert loyalement un gouvernement qui, à un instant donné, a une feuille de route. Elle est claire s'agissant de la Corse et je suis là pour l'appliquer. L'entente est bonne avec Gilles Siméone et la majorité territoriale? L'entente est bonne avec tout le monde, ça va vous surprendre. Hein. Je m'entends bien avec tout le monde, sans naïveté. Mais d'abord, on n'est pas là pour être copains, on n'est pas là pour passer des week-ends ensemble. Nous sommes là pour travailler dans l'intérêt général. Et donc, je pars du principe que pour arriver à travailler, il faut d'abord se connaître, se respecter, quelles que soient les convictions des uns et des autres. Je dirais que c'est vraiment la chose essentielle. Et je crois, j'arrive à travailler avec tout le monde. Mon grand plaisir, je vais vous dire, c'est quand je vais dans une commune loin d'Ajaccio et que je vais rencontrer un maire valeureux qui a un projet, qui veut régler un truc parfois pas cher et pas compliqué, et qu'on arrive à lui régler sa situation. C'est ça qui me fait mon bonheur. Eh bien, ce sera là votre conclusion, Jérôme Filippini. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à toutes nos questions. Il y en a eu beaucoup. Patrick Guillaume, a ringrazio banca voi, contratto con prossimo appuntamento da qui un mese. Buonasera a tutti.